C'est-à-dire, par exemple, un citoyen luxembourgeois pèse 13 fois plus qu'un citoyen français par rapport à la population. Quand on voit, par exemple, le nombre de parlements européens, le nombre de députés européens, par exemple, rapporté à la population du Luxembourg, et le nombre de députés français rapporté, et c'est pareil pour l'Allemagne d'ailleurs. Ça explique la frénésie d'un certain nombre de dirigeants européens d'élargir l'Union européenne. Parce que dès que vous aviez, avec ce système de représentation, vous voyez par exemple, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des montres comme ça. Alors les deux plus hauts là, ceux qui pèsent le plus, alors c'est Malte et Luxembourg. Après c'est Chypre et l'Estonie. Voilà. Donc plus vous élargissez à des pays amis des néolibéraux, plus vous donnez à chaque député une importance forte. C'est-à-dire qu'il y a une minoration en fait des grands pays. Voilà. Entre nous, tous ces pays qui ont une surreprésentation sont tous des pays qui économiquement sont dans l'orbite de l'Allemagne. C'est-à-dire qui sont dans l'Interland. Voilà, la Mitteleuropa. Et qui économiquement sont directement liés à l'Allemagne. Parce que vous voyez ce que fait l'Allemagne quand par exemple il y a eu des délocalisations en France. Il y a eu des délocalisations en France qui ont été en Afrique du Nord, qui ont été en Chine, qui ont été en Inde. Les Allemands, ils ont délocalisé en Tchécoslovaquie, en Tchéquie, en Slovaquie, en Pologne, etc., dans toute une série de pays qui sont en fait, pour une partie des usines, à moins de 50 km de la frontière allemande. Vous voyez ? Donc il y a économiquement Interland. Voilà. Alors, il y a bien sûr des gens qui étaient intéressés par la démocratie, ils ont dit il faut le droit de pétition. Vous voyez, on parle du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Alors, dans les traités, il y a la possibilité pour les citoyens de faire une pétition qui soit lue par les dirigeants européens. Il faut 1 million de signatures. Mais j'ai bien précisé. Dès que vous avez 1 million de signatures sur une pétition, les dirigeants de l'Union européenne sont obligés de lire la pétition. Après, ils peuvent faire classement vertical, jeter dans la corbeille. Il n'y a bien sûr aucune obligation, même avec 1 million de signatures. Voilà. Le Parlement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a peu de pouvoir, même s'il en a un tout petit peu plus maintenant qu'avant, il peut exercer un droit de censure sur la Commission, mais il faut une majorité des 2/3 des voix exprimées. Vous voyez, Et bien sûr, c'est uniquement pour sanctionner une mauvaise gestion. Ils ne peuvent pas prendre un autre motif. C'est pour vous dire que je laisse aux parlementaires européens le soin de dire qu'ils sont très importants. Bon, toujours dans le traité de l'Union européenne, là cette fois-ci c'est le traité de l'Union européenne et plus le traité sur le fonctionnement, donc article 446, le traité, il est à durée illimitée. Vous voyez, quand vous faites une SARL, par exemple, vous avez en général des durées de 99 ans, etc. Là, c'est illimité. Pour la révision des traités, je vous ai dit qu'il faut l'unanimité des États. C'est l'article 443. Donc vous avez 28 États, il y en a un ou deux qui ne sont pas d'accord,
Khlas Baraket, c'est fini. On ne peut plus réviser les traités. Voilà. Et là, qu'on soit le deuxième pays de la zone euro ou pas, il faut l'unanimité des traités pour réviser même une virgule. Et donc, je rappelle à ce moment-là, toujours dans la même lignée que Pierre Mendès France, ce que dit l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Je ne parle pas de celle de 1789, là je parle d'une déclaration qui a été votée par la Convention de la Première République. Je vous lis l'article. Un peuple a toujours le droit de revoir, de reformuler et de changer la Constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. C'est le bon sens démocratique. Eh bien, ce n'est pas respecté. C'est-à-dire que là, manifestement, l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 n'est pas respecté. Mais ça, à la limite, ce n'est pas leur problème, parce qu'à l'Union européenne, ils ne font que respecter les traités européens et le reste ne compte pas. Alors, par exemple, je reviens au Parlement européen. Ils ont le droit de voter les dépenses, ils n'ont pas le droit de voter les recettes. Voilà. Là, un Parlement, faites le budget français, le Parlement, il vote au Sénat, à l'Assemblée nationale, il vote les dépenses et les recettes, pas nous. Et pour amender les dépenses, parce qu'ils votent les dépenses, pour les amender, il faut l'unanimité du Conseil européen. Donc le Conseil européen, c'est tous les chefs d'État. Sinon, on ne peut pas amender. Donc on peut voter oui ou on peut voter non, c'est tout. Bloqué. Vous ne pouvez pas intervenir à l'intérieur du budget. Alors que dans le Parlement des États-nations, vous pouvez voter des parties du budget. L'objectif de la PAC, politique agricole commune. Alors le but, il est marqué. Il faut augmenter la productivité de l'agriculture. Rien sur l'emploi agricole. Rien sur la santé publique. Rien sur la sécurité alimentaire. Voilà. Donc ça veut dire que les traités européens, il faut mettre le plus de pesticides possible pour que les rendements soient le plus élevés possible. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Union européenne, le glyphosate, c'est pas pour demain matin à 8h30 l'interdiction du glyphosate. Alors un truc marrant que j'aime bien répéter, c'est que le mot marché et accent aigu, il est cité 63 fois. Le mot concurrence, 25 fois. Le mot progrès social, 3 fois. Le mot plein emploi, 1 fois. Le mot chômage, 0 fois. Non, vous voyez, on voit bien que le chômage, c'est vraiment pas un problème de l'Union européenne. Voilà. Bon, la politique monétaire, je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème. Je voudrais revenir quand même sur la Banque Centrale Européenne. Je suis persuadé que certains d'entre vous le savent. C'est qu'avec le traité de Maastricht, les banques centrales n'ont pas le droit de prêter aux États. Jusqu'au traité de Maastricht, même après la loi de 1973, que beaucoup de gens qui la critiquent n'ont pas lu, mais à partir du traité de Maastricht, avant, la création monétaire était faite par la Banque de France, et la Banque de France était dirigée par l'État français.
Donc c'est l'État français qui disait à la Banque de France, créez de la monnaie et vous m'en donnez. À un taux dérisoire, 0%, 0,1%, etc. Avec le traité de Maastricht, la Banque centrale, et donc les banques nationales, ne peuvent plus prêter de l'argent gratuit aux États. Mais ils ont le droit de prêter de l'argent gratuit aux banques privées à but lucratif pour les actionnaires. Eux, ils ont le droit à l'argent gratuit. Donc on est dans un système qui est quand même super. C'est-à-dire qu'ils sont banques privées à but lucratif pour les actionnaires, ils reçoivent de l'argent gratuit de la Banque centrale, et quand ils le prêtent avec un intérêt. Et donc, s'ils prêtent par exemple à la France à, je ne sais pas moi, 1,5% ou 2%, eh bien ça c'est bénéfice, tout est bénéfice pour la banque puisqu'ils ont eu l'argent gratuitement. Voilà. Alors souvent c'est voilà, de 1 à 2% pour l'Allemagne, de 2 à 3% pour la France, 5% pour l'Espagne, 7% pour le Portugal, et la Grèce, c'était bien plus. Donc en fait, par ce biais, ils ont une capacité pour étrangler un certain nombre de pays, et bien évidemment, ils sont là pour gagner de l'argent, donc ils augmentent les taux à partir du moment où ils estiment que le pays est moins solvable que d'autres. Même les traités, écoutez bien ça, interdisent les États d'aider un autre État. Vous voyez par exemple, quand il y a eu les problèmes en 2015 sur la Grèce, il aurait pu avoir un État qui dit bah, moi je suis prêt à aider la Grèce. Interdit dans les... C'est interdit. Les seuls qui peuvent financer la Grèce, c'est les banques privées à but lucratif pour les actionnaires. Ou alors, le MES, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le mécanisme européen de stabilité, qui est financé par tous les États. Mais bien évidemment, pour recevoir ce financement, il faut que le pays accepte plusieurs tours de vis supplémentaires. Ce qui s'est passé en 2015. Parce que le mécanisme européen de stabilité, c'est 2012. Et donc ce qui s'est passé, alors ça a été ce qu'on a appelé la Troïka, hein, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ils ont étranglé la Grèce. Je dis quand même quelques points sur la Grèce, parce qu'il faut dire les choses. Ce qui s'est passé en Grèce, c'est la chose suivante, c'est qu'il y avait un parti. Il y avait d'abord énormément de groupuscules d'extrême gauche. Et ces groupuscules d'extrême gauche se sont rassemblés dans un seul parti. Ce parti s'appelle Syriza, avec comme leader principal celui que vous connaissez tous. Voilà. Et ce parti, Syriza, avait en fait un programme. Et 4 dirigeants, les 4 principaux dirigeants de Syriza, étaient contre ce programme. Dont Tsipras, dont Varoufakis, dont celui qui est devenu ministre de l'économie, dont Papas et d'autres, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et donc, ils ont décidé, en fait, de signer un premier mémorandum en février 2015. Ils ont pris le pouvoir fin janvier 2015. Et dès le mois de février, ils ont négocié avec
l'Union européenne, sans tenir compte du programme du parti. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent que Varoufakis, c'était un bon gars, et que Tsipras, c'était un salopard. Le problème, c'est que dans toute la première partie, ils étaient d'accord entre eux. Voilà, c'est ça la réalité. Et là, si vous voulez des textes sur, au jour le jour, les décisions qu'ils ont prises, on a tout ce qu'il faut. Et si vous voulez bien savoir ce qui s'est passé, la meilleure source, c'est d'aller voir le CADTM, Éric Toussaint, qui lui a participé à l'audit de la dette publique de la Grèce, avec la présidente du Parlement grec en 2015, et lui, il a, au jour le jour, il dit très exactement ce qui s'est passé. Donc je le dis parce que pour moi, Varoufakis, c'est un homme insupportable, qui au dernier moment fait semblant que les autres l'ont trahi alors qu'il a été d'accord avec eux pendant toute la partie, quoi. Bon. Et puis au dernier moment, il décide de faire un référendum au début juillet 2015, en espérant que le peuple votera oui au référendum. Et là encore, le peuple grec, eh ben, il vote non, à 60%. Donc là, ils sont acculés, parce qu'ils voulaient qu'ils votent oui, comme ça, ils disent, bah, c'est le peuple qui a voulu l'accord avec l'Union européenne. Et puis le peuple dit non. Et là, leur forfait va jusqu'au bout, c'est-à-dire que dès le lendemain du vote, eh ben, ils disent à l'Union européenne, banco, on est d'accord. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé, et je vous conseille de lire les textes d'Éric Toussaint de ce point de vue. Voilà. Tout ça pour revenir que la création monétaire de la Banque centrale européenne, elle est faite dans l'intérêt de la finance internationale. Et ça, c'est la réalité. Si dans la période, les quelques années qui ont passé, Mario Draghi, qui est le président de la Banque centrale européenne, a fait ce qu'on appelle en anglais le quantitative easing, c'est-à-dire un assouplissement quantitatif, c'est-à-dire on a fourni des tas de liquidités aux banques, gratuitement bien évidemment, et des sommes considérables. Hein. En 2012, par exemple, c'est 1000 milliards d'euros. Hein. C'est des sommes considérables en deux fois, hein. 31 décembre et 1er mars. C'est pas pour faire marcher l'économie, c'est parce qu'il y avait des problèmes de liquidité. C'est-à-dire les banques manquaient d'argent. Et donc, il y avait toujours pareil, quand il n'y a pas de liquidité, il y a des risques de crise. Voilà, donc ça c'est... Alors j'ai retrouvé la phrase de Pierre Mendès France, hein, que je cherchais tout à l'heure, je ne l'avais pas trouvée, mais là je l'ai retrouvée. Donc c'est Pierre Mendès France qui parle, et on est le 18 janvier 1957, à la Chambre des députés. Pierre Mendès France déclare « L'abdication d'une démocratie », vous voyez, il parle de l'abdication d'une démocratie, peut prendre deux formes. Soit elle recourt à une dictature interne, par la mise à tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit elle recourt à la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, une Commission européenne, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire et sociale, finalement une politique au sens le plus large du terme,
nationales et internationales. Voilà. Bon, ça je vous ai dit que les restrictions au mouvement de capitaux étaient interdites. Et puis bien sûr, je vous ai dit aussi que même s'il y a une guerre, ce qui est important, c'est la concurrence libre et non faussée. Il est marqué dans le traité de l'Union européenne que tous les États s'engagent à contribuer à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. Ça veut dire que ceux qui ont signé, dont la France, s'engagent à lutter pour la suppression progressive des restrictions, y compris en dehors de l'Union européenne, y compris à l'OMC, y compris quand ils siègent à la Banque mondiale, y compris, etc., etc. Alors, il y a un petit paragraphe dans l'Union européenne, dans les traités, sur les coopérations. On a le droit de coopérer à quelques pays. Mais les coopérations renforcées ne sont possibles que si elles ne constituent pas une entrave, ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoquent pas de distorsion de concurrence entre ceux-ci. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, à l'intérieur de l'Union européenne, vous allier avec un pays, faire une coopération renforcée et, disons, donner des avantages à des pays amis. Vous n'avez pas le droit parce que vous désavantagez les pays qui sont en dehors de la coopération renforcée et donc c'est interdit. Voilà. Bon. Alors, voilà. L'harmonisation fiscale et même environnementale est interdite. Vous n'avez pas le droit de faire une harmonisation environnementale. C'est interdit. Même sur la pêche? Hein? Même sur la pêche? Bien sûr. Ça fasse l'unanimité. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. On ne peut pas. L'harmonisation, non. Sur la pêche, vous avez des négociations de l'Union européenne avec des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais vous ne pouvez pas dire je passe un accord, bon, par exemple entre les pêcheurs français et les pêcheurs espagnols, etc. Et les Suisses? Alors, maintenant, les services publics. Il faut savoir que le mot service public est prononcé une fois dans le traité, mais en fait, le traité ne connaît pas les services publics. Voilà. Et donc, vous savez, chaque fois, il faut trouver un autre mot, c'est un ersatz. Alors, ils ont inventé un mot qui s'appelle le SIEG. SIEG. S-I-E-G. Service d'intérêt économique général. SS2I. Services sociaux d'intérêt général. SIG. Service d'intérêt général. Donc, il y a plusieurs sigles qui parlent, en fait, et il y a même un livre blanc qui est sorti, et qui parle de ces services. Mais ce qu'il faut savoir, premièrement, ces services doivent participer à la concurrence libre et non faussée. Prenons un exemple. Le chemin de fer. Le chemin de fer. Donc pour la France, la SNCF. Vous avez vu une grève importante au printemps de l'année dernière. L'article 86 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est un article
qui fixe la base juridique de la libéralisation et de la privatisation. C'est-à-dire vous ne pouvez pas ne pas libéraliser, ni privatiser, ni ne pas privatiser les services publics. La seule chose que fait, c'est que quand on est dans des pays comme la France, l'Italie, avec des services publics importants, on donne des délais pour ça. Mais bien sûr, la privatisation de la SNCF, c'est l'article 86. Voilà. Donc d'une certaine façon, bien sûr qu'ils ont eu raison de lutter. Ils n'ont pas obtenu grand-chose, mais ils ont eu raison de lutter. Mais le problème, là, c'est directement l'Union européenne. L'article 87, donc ça veut dire, vous voyez bien ce qui s'est passé, la SNCF, on a coupé la SNCF en deux. Il y a une partie qui possède les rails, et la SNCF, c'est le réseau, donc les trains. Donc les rails restent publics, mais les trains vont être soumis à la concurrence étrangère. Et là, dans les années qui viennent, hein, ça a déjà commencé. Il y a une première ligne qui a démarré, c'est la ligne Nantes-Bordeaux, qui a été soumise à appel d'offres. Voilà. Et donc, petit à petit, eh bien, on va soumettre à appel d'offres toutes les lignes. Ça va être la SNCF comme l'avion. Vous aurez le choix entre plusieurs opérateurs. Bon, comme c'est un peu lourd quand même les trains, ce qu'il va y avoir, c'est surtout les autres opérateurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des trains allemands qui vont, ou des trains espagnols, ou des trains italiens qui vont fonctionner, mais vous pouvez avoir des trains Veolia, hein, ou des trains Suez. Je ne sais pas qui est-ce qui va répondre aux appels d'offres. Voilà. Et donc, l'article 86 dit qu'il faut la libéralisation et la privatisation, c'est-à-dire que la SNCF peut rester une société, mais elle doit devenir une société privée. C'est fini, hein, c'est plus un monopole public. Et deuxièmement, il y aura la concurrence, donc on va faire des appels d'offres. On va dire, on va faire, allez, Paris-Lyon en appel d'offres. Qui est-ce qui va gagner la Paris-Lyon? Alors il y aura peut-être une partie SNCF, une partie Deutsche Bahn, une partie, je ne sais pas comment ça s'appelle en Espagne, voilà, etc. Et l'article 87, toujours du traité de fonctionnement de l'Union européenne, interdira à la France de soutenir la SNCF. Oui? Je crois que tu fais une erreur en invoquant le terme de privatisation dans les traités, parce que j'ai déjà assisté à un certain nombre de débats sur ces questions-là, et un argument fréquemment invoqué par les libéraux, c'est qu'ils stipulent qu'il n'y a jamais aucune directive qui préconise ou qui oblige à la privatisation. Donc le terme, à mon avis, ne figure pas dans les traités. C'est tout à fait juste. Mais je l'utilise quand même. Je l'utilise quand même parce que, quelle que soit la propriété, ce sera soumis à la concurrence libre et non faussée avec les autres. Non, mais dans un débat, tu sais, parfois tu peux... Oui, tu as raison, tu as raison. Il faut expliquer mieux. Ouais. Tu as raison. Tu as raison d'avoir fait la remarque. Ça veut dire que vous pouvez avoir une entreprise privée de type Suez, pas s'ils vont le faire, qui peuvent très bien se battre pour avoir la ligne, je sais pas quoi, Toulouse-Marseille, je sais pas quoi, voilà. Et là, il y aura concurrence entre eux, avec interdiction pour la France de soutenir la SNCF. Article 87, par contre, ça c'est précisé. Ça veut dire qu'à partir du moment... Alors moi, c'est comme ça que je le ressens.
à partir du moment où on va mettre en concurrence, parce que je vais dire franchement ce que je pense, il ne peut pas y avoir de service public mis en concurrence. Voilà. Pour moi, un service public à la française, c'est un monopole. C'est-à-dire quand on dit la SNCF est un service public, ça a le monopole du transport ferré sur le territoire national. EDF, service public, ça veut dire que EDF a le monopole, avec d'autres caractéristiques, bien évidemment, du service public, c'est-à-dire continuité, soumis à l'intérêt général, etc., etc. J'estime que même si la France est majoritaire en termes de capitaux dans la SNCF, mais il va y avoir, par exemple, un opérateur autre que la SNCF qui va prendre la ligne Paris-Lyon-Marseille. Et donc, il y aura concurrence entre Paris-Lyon-Marseille et la SNCF. Et bien, ce sera la même chose que ce qui s'est passé sur les aviations. C'est-à-dire que vous avez la concurrence, par exemple, si vous prenez l'avion sur le territoire national, entre EasyJet, par exemple, et Air France. Ben, qu'est-ce que fait Air France? Elle crée une société qui s'appelle HOP, H-O-P. Parce que Air France n'est pas capable de soutenir la concurrence avec EasyJet. Et donc, petit à petit, eh bien, vous avez Air France qui crée toute une série d'entreprises low cost, et ces entreprises low cost peuvent concurrencer EasyJet. Et je dis EasyJet parce que, bon, c'est un peu la plus connue, mais vous en avez plein, hein, des compagnies privées. Et bien moi, j'estime que HOP est une société privée. Voilà. Management privé, façon de travailler privée, etc., etc. Et petit à petit, c'est HOP qui va prendre tout le réseau avion d'Air France. Vous avez la SNCF. Tu sais combien il y a de filiales de la SNCF? Géodis, c'est tout ça. Hein? Géodis, c'est... Voilà, c'en est une. Il y a plus de 100 filiales de la SNCF. La SNCF, elle a des filiales totalement privées. Qu'est-ce qu'a fait la SNCF dans la dernière période? Quand je dis dernière période, c'est depuis que Macron est président. La direction de la SNCF a pratiquement supprimé le fret ferroviaire. Et vous savez par qui il a remplacé le fret ferroviaire de la SNCF? Par du transport camion des filiales SNCF. Je comprends pas le mécanisme. Tu comprends pas le mécanisme. Alors il faut que tu saches que la SNCF, elle a des filiales de transport camion. Voilà. C'est-à-dire, tu as des filiales qui dépendent du groupe SNCF. D'accord? Ça, tu comprends. Bien. Eh bien, il y avait le fret ferroviaire. C'est-à-dire qu'il y avait relativement, il y avait du transport de marchandises fait par la SNCF. Qu'est-ce que fait la SNCF? Pour des raisons de coût, parce qu'elle est soumise à la concurrence. Petit à petit, elle supprime le fret ferroviaire. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus aujourd'hui d'acheminement de marchandises par la SNCF. Et comme elle connaît tous les clients, elle a démarché tous les clients en disant « Maintenant, on va vous faire du fret pour un peu moins cher, et ce sera des filiales SNCF qui transporteront des marchandises à la place des trains. » Inutile de dire que, en termes d'effet de serre
et de transmission du CO2, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologique. C'est-à-dire que ces salopards de gouvernement français signent la COP 21 en disant qu'ils vont diminuer l'émission des gaz à effet de serre et donnent mandat à la SNCF de supprimer le fret ferroviaire et le transformer par du transport marchandises, par camion, alors que il est de notoriété publique que le transport camion, je dirais, renvoie énormément de gaz à effet de serre et bien plus que le transport ferré, et que si on voulait une politique, je dirais, économique et écologique, il faudrait supprimer des transports par camion et faire des transports par le train. Et donc, il n'y a pratiquement plus aujourd'hui, 2 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron, il n'y a pratiquement plus je dirais, de transport de marchandises par la SNCF. Mais ça reste dans le groupe SNCF, puisque ce sont des filiales de la SNCF. Il se saborde lui-même. Voilà. C'est exactement comme la Poste. Vous avez quand même, j'espère que vous avez vu que vous n'avez pas la distribution du courrier tous les jours. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est fini. La distribution vous avez une distribution tous les 3-4 jours. Mais plus tous les jours. Si vous voulez vraiment acheminer par la Poste et que ça soit reçu le lendemain, vous devez passer par une filiale de la Poste, qui elle est une société privée qui s'appelle Chronopost, qui n'est plus une société publique. C'est le même principe. La Poste, elle a énormément de filiales pour faire ça. Et donc... Bernard, je peux dire un mot ? Bien, tu peux, même 2. Il faut bien comprendre aussi, c'est que la composante sociale du service public, notamment celle qui était liée aux petites lignes non rentables, ou même ce qu'on appelait le réseau capillaire qui allait jusqu'aux entreprises, dans un bain de concurrence, n'est absolument plus viable. C'est pour ça que vous avez des tas de petites lignes qui s'arrêtent, parce qu'elles sont dans les critères concurrentiels, elles ne peuvent pas survivre. Et il y a toute une dimension sociale du service public qui, par le biais de la concurrence et par le biais des directives européennes, se casse la gueule de manière inéluctable. C'est pour cela que, pour moi, une entreprise dont les capitaux, dont l'État possède la majorité, mais qui refuse la péréquation tarifaire, pour moi, n'est plus un service public. Une entreprise qui ne fait pas, comment dirais-je, la continuité du service public sur tout le territoire national. Ce n'est pas un service public. C'est un service privé avec une majorité de capitaux publics. Moi, j'appelle ça une société privée. Parce que pour moi, la définition du service public, qui est encore la définition officielle du service public dans un pays comme la France, c'est que, premièrement, il faut assurer la continuité du service public sur tout le territoire national. Il faut l'assurer par la péréquation tarifaire. Je répète à chaque fois ce qui s'est passé en 1945. On a convoqué le président d'EDF et on lui a dit maintenant vous allez électrifier toute la France. Voilà. Et vous allez me faire la chose suivante, c'est que le prix de l'électricité au centre de Paris soit le même prix d'électricité qu'en haut de mon village de Saint-Véran à 2000 mètres d'altitude dans le Queyras. Alors que ça coûte 3 fois plus cher de monter l'électricité à 2000 mètres d'altitude. Ça c'est ce qui s'appelle la péréquation tarifaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de péréquation tarifaire sur la Poste, il n'y a plus de péréquation tarifaire, etc. Il n'y a pas de continuité du service public.
Regardez par exemple ce que je vais vous sortir de ma poche. Quand je prends le train, j'essaye d'utiliser ça, ben, je peux vous dire qu'il y a 40% du territoire national que je ne peux pas. Voilà. Il y a sans doute 90% des gens ou 95% qui sont branchés, mais parce que c'est les gens des villes. Mais par exemple, hier, quand j'étais avec les gilets jaunes du plateau Mathésin, eh bien, on me disait, ah ben non, si tu veux téléphoner, il faut que tu descendes, tu te tournes à gauche, tu te mets juste là à côté du Bosquet, et là, tu auras la communication. Bon, si je suis en plein cœur de Grenoble, j'ai aucun problème. Bon, voilà. Donc, effectivement, ce qui se passe, c'est que moi, c'est ça que j'appelle le service public. La péréquation tarifaire, tous les citoyens peuvent prendre le service public, qui est forcément à un coût inférieur à son coût de revient, parce que si ce n'est pas inférieur à son coût de revient, bah, tu as une partie de la population qui ne peut pas avoir accès au service public. Et si ce n'est pas ça, bah, pour moi, ça s'appelle quelque chose de privé. Et que là où je ne suis pas d'accord avec, allez, je vais dire, les gens de droite qui parlent de souveraineté nationale, c'est que pour eux pensent qu'une entreprise qui a 51% de capitaux publics, même s'il discrimine une partie de la population, ce n'est pas encore de la privatisation. Et bien moi je dis que c'est une société privée à capitaux publics. Et pour moi, un service public, ça a des caractéristiques, et s'il n'y a pas les caractéristiques sociales, de continuité, de péréquation tarifaire, ce n'est pas un service public tel que nous l'avons conçu dans un pays comme la France à partir du programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Et bien évidemment, bon après j'ai des petits points sur la laïcité, hein, parce que ça je ne peux pas m'empêcher. L'article 15.3 du traité de fonctionnement de l'Union européenne installe les églises à l'intérieur de la sphère de l'autorité politique, contrairement à notre loi de 1905. Voilà. Donc ça c'est pour... Bon bien sûr, il n'y a rien sur le droit à la contraception et à l'IVG, hein, ça, voilà. Il y a même des pays de l'Union européenne où il y avait le droit à la contraception et à l'IVG, maintenant c'est interdit, et l'Union européenne ne trouve rien à redire parce que c'est quand même le droit des Polonais de supprimer le droit à l'intervention à l'IVG. Voilà. Et bien évidemment, l'article 17 bis alinéa 2 permet le communautarisme en permettant de délivrer des droits différents pour les minorités que pour le reste de la population. Voilà. Mais oui, mais oui. Et donc, et oui, parce qu'il y a des cas dans les pays où c'est compliqué, hein, notamment des cas des pays de l'Est. Hein, voilà. Et donc, on est vraiment dans une opération qui est directement liée à ce que disait Denis Kessler dans Challenge, 4 octobre 2007, c'est-à-dire le modèle social de notre Conseil national de la résistance doit disparaître. Voilà. C'est ça, la réalité. Et par la lecture des traités, ma lecture, et je vous invite à lire les traités, le TUE, le TFUE, il n'est pas possible d'avoir une position d'une sécurité sociale solidaire, d'un service public, etc., de répondre aux besoins avec les traités tels qu'ils sont. Voilà. Et ça, et que si on ne sort pas des traités, eh bien, tout un pan de la politique sociale est impossible. Et maintenant, avant de terminer, je voudrais parler un petit peu de la zone euro. Parce que, vous savez, moi, vous avez compris que j'estime que l'Union européenne et la zone euro, c'est un carcan qui empêche toute politique progressiste, et qu'en réalité, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que ça a été construit pour empêcher une politique progressiste. Alors bien sûr, ils n'ont pas donné cet argument-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans la zone euro,
on est rentré dans un ensemble d'institutions interdépendantes. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, ceux qui disaient, pour sortir de l'Union européenne, il suffit d'envoyer une lettre à la Commission européenne en disant l'article 50 et je sors. Vous avez vu le Brexit ? Ça dure depuis 2 ans. C'est pas terminé. Et arrive donc une difficulté en Grande-Bretagne, c'est qu'ils n'ont plus de majorité à l'heure actuelle. Parce que quand on dit je veux sortir des traités, qu'on a 52% de la population française, britannique qui dit je veux sortir des traités, et qu'il y a une tradition démocratique en Grande-Bretagne, plus grande qu'en France, parce que ça date du XVIIe siècle chez eux, eh bien, et le fait de mettre 2 ans, eh bien, c'est que cette majorité, ils ne l'ont plus. Alors, ils n'ont ni une majorité aujourd'hui pour quitter l'Union européenne sur les bases définies par la Première ministre, et ils n'ont pas la majorité non plus pour demander de rester dans l'Union européenne. Parce que les majorités changent. C'est pour ça que je voudrais donner mon point de vue sur ceux qui disent on va négocier. Si la négociation est 2 ans et qu'on est majoritaire au début, c'est pas évident qu'on reste majoritaire jusqu'au bout. Parce que les autres, ils savent faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Comme ils font d'ailleurs, comme fait l'Union européenne contre les Britanniques. La deuxième chose, c'est que les Britanniques, ils ont 2 avantages. C'est qu'en France, on est dans la zone euro, pas les Britanniques. Donc eux, ils sortent que de l'Union européenne. Il y en a qui, en France, disent on veut sortir et de la zone euro et de l'Union européenne. Bon. Puis la deuxième chose, c'est que les Britanniques, ils veulent un Brexit néolibéral. C'est pas pareil que faire un Brexit sur une politique progressiste. Parce que si on fait un Brexit sur une politique progressiste, les autres, ils seront encore plus virulents contre un Brexit progressiste. Donc voilà ce que je voulais dire. Le problème suivant, c'est que l'installation de la zone euro a créé de nouvelles institutions. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la zone euro, je sais bien que c'est un peu technique, mais... Bon. Et lorsque vous faites des transactions bancaires, eh bien vous êtes obligé de passer par un tuyau qui s'appelle Target 2. Voilà. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire on crée la zone euro et on crée tout un dispositif qui s'appelle Target 2. Et c'est-à-dire que l'ensemble des transactions bancaires passent par Target 2. Vous quittez l'Union européenne. Vous croyez que les autres, ils vont vous autoriser de passer par Target, qui vont vous autoriser de faire des transactions financières avec le réseau SWIFT, et que le problème de l'Union européenne, enfin de la zone euro, c'est que maintenant vous avez des institutions. Et par exemple, ce bouquin qui va sortir, dont j'ai j'ai lu l'ensemble du bouquin, vous voyez, ça va être un bouquin, vous voyez, là j'ai combien de pages? J'en suis à 160 pages, vous voyez. Guide pour sortir des traités européens, ben, il faut 160 pages. Parce que ça ne se fait pas en 15 secondes, 3/10. Et pour que les choses soient claires, ça ne se fait pas en disant je décide parce que j'ai 51% et demain matin à 8h30, ça y est. Non, il faut...
vous avez un réseau SWIFT. Le réseau SWIFT, il est sous contrôle américain. Voilà. Quand vous avez, par exemple, des transactions financières, vous avez aujourd'hui, par exemple, les Chinois et les Russes sont en train de travailler sur un système de transactions financières qui ne passe pas par SWIFT. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait, dans une confrontation entre les États-Unis d'un côté et par exemple la Chine, je pense ça au hasard, bon, ben, ils ne veulent pas que les transactions financières qui seraient faites par la Chine avec le reste du monde transitent par le réseau SWIFT qui est sous contrôle américain. Donc si vous voulez, tout est très compliqué parce que vous avez les transactions financières aujourd'hui qui se font au dixième de seconde. Quand vous avez une transaction Target 2, c'est une transaction qui se fait en quelques minutes dans toute l'Union européenne, dans toute la zone, non, plutôt dans toute la zone euro. Et donc, si vous voulez vous autonomiser, eh bien, il faut que vous ayez les tuyaux qu'il faut. Vous voyez, c'est comme pour faire passer de l'eau, il faut des tuyaux. Donc, c'est possible. Mais c'est possible quand on connaît comment fonctionnent les tuyaux, comment fonctionne la société SWIFT. La société SWIFT, qui fait toutes les transactions, la plupart des transactions financières, c'est une société de droit belge, sous contrôle américain. C'est ça la réalité. Bon, Target 2, qui fait, je dirais, toutes les transactions dans la zone euro, c'est sous le contrôle de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Vous sortez, mais franchement, vous croyez que la Banque Centrale Européenne va vous faciliter en disant « mais si, ça va être gratuit, vous pouvez passer par le réseau Target ». C'est pas si simple que ça. Donc après, bien sûr, il faut créer un autre réseau, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas se faire en 15 secondes. J'ai entendu un ancien candidat à la présidence de la République, que je ne nommerai pas, hein, qui disait « mais il n'y a pas de problème, il suffit de le décider avec la souveraineté nationale ». Non, lui, il ne parle pas de souveraineté populaire. Hein, bon. Non. Donc, tout ce que je viens de vous dire, ça montre que lorsqu'on veut, on peut. Mais pour savoir comment on fait pour pouvoir, il faut savoir comment ça fonctionne. Si par exemple quelqu'un veut faire un intestin nouveau qu'on veut implanter, il faut savoir comment fonctionne l'intestin pour le mettre au bon endroit, etc., etc. Là, c'est pareil. Il faut savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, devant ce problème-là, il faut voir toutes les conditions, et les conditions, c'est des conditions politiques, c'est bien sûr des conditions économiques, des conditions écologiques, mais aussi des conditions bancaires. Ne vous laissez, c'est un économiste qui vous parle, jamais berné par un économiste, un macroéconomiste qui fait semblant de savoir comment fonctionnent les transactions financières. Il vaut mieux en parler à un banquier, et à un banquier spécialisé dans les transactions financières. Voilà. Et donc il faut, comment dirais-je, voilà, moi je pense qu'il faut, si on veut vraiment sortir des traités, ce sera ma conclusion, il faut d'abord savoir, comment fonctionnent les traités, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, et deuxièmement, comment fonctionne la machinerie des traités. Les tuyaux, voilà. Moi, je veux savoir comment on remplace Swift et Target 2, et tous les rigolos qui veulent faire comme si ça n'existait pas, ce sont des charlatans. Voilà. Pas peur, moi, de dire ça. Voilà, vous savez tout maintenant. Mais par contre, je précise que si je vais sortir ce bouquin, je ne l'ai absolument pas écrit, vous voyez, c'est un camarade qui a écrit ça, c'est vraiment parce que, avec ce bouquin, vous aurez quelques insomnies, parce que c'est pas si simple à lire que ça,
mais au moins vous saurez comment fonctionnent les transactions bancaires et comment il faut faire. Parce que vous voyez, quand par exemple il y a eu l'arrivée de François Mitterrand, il y a eu un truc absolument incroyable, parce que j'avais un copain qui a été appelé, un haut fonctionnaire. Ils ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont augmenté, ils ont décidé d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. En 81, François Mitterrand, il a joué le jeu de ce point de vue-là. Enfin, le premier gouvernement Monroy. Bon. Et alors, ça y va. Et puis, tout d'un coup, ils s'aperçoivent que les gens, ils achètent des écrans plats qui sont faits dans d'autres pays, déficit de la balance commerciale, première dévaluation, deuxième dévaluation, etc. Et donc, j'ai un copain qui a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Mais bon, les hauts fonctionnaires qui dérivent, ça existe. En fait, on lui a dit, écoute, c'est simple, tu vas aller à Poitiers et tous les magnétoscopes et les télévisions à fond plat qui vont rentrer en France, on va tous les envoyer à Poitiers et on va dire à la douane de faire du contrôle tatillon. Ce qui fait que les gens qui avaient acheté ça, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, les trucs étaient à Poitiers, et donc ils n'arrivaient pas chez celui qui voulait. Vous voyez ? Bon. Ils ont été obligés de faire ça. Monsieur le Président de la République, François Mitterrand, Monsieur Pierre Mauroy, Premier ministre, combien il y a d'inspecteurs des finances qui ont dit à Guillet de Chalvron, je vous donne même son nom, d'aller faire des contrôles tatillons à Poitiers pour empêcher la vente de ces écrans plats et de ces magnétoscopes. Et puis au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'était intenable. C'était intenable, parce qu'on fonctionnait comme je veux dire, tu avais les entreprises qui voulaient vendre ça, et puis ils n'arrivaient pas parce que c'était